Bienvenue sur le balado Par-delà les montagnes hallucinées. Alors aujourd'hui on a un épisode un peu particulier parce que vous savez tous que le podcast c'est avant tout un podcast de live play, principalement de l'appel de Cthulhu. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous proposer une interview parce que j'ai un peu eu un coup de cœur pour un podcast qui a démarré, qui est un podcast sur les jeux de rôle, les livres dont vous êtes le héros, pardon. Et donc j'ai avec moi Xavier de l'équipe Xavier et Jerry qui font donc, alors là le nom du podcast en abrévié c'est le LPDVELH. Bonjour. Hey, salut, comment ça va Jean-Michel? Ça va bien, ça va bien. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation et donc on va essayer de présenter ton podcast à nos... Avec plaisir, hein. Et puis merci pour l'amour que tu nous donnes, hein. C'est vraiment chouette. Et puis bien joué sur l'abréviation du podcast. Même Jerry et moi, on a du mal à le taper au clavier ou le prononcer des fois. On se gourre toujours, donc c'est un peu le défi qu'on se met en avant. Mais bon, le petit jeu de mots qu'on essaye de mettre, hein, pour l'abréviation qui est utilisée des romans. Mm-hmm. Voilà, donc juste pour les auditeurs, vous en êtes au moment de l'enregistrement de cet épisode à l'épisode 5. Et juste pour dire un peu de quoi vous traitez, vous avez des livres dont vous êtes le héros évidemment, mais pas mal de l'histoire et de comment sont nés les livres dont vous êtes le héros, les auteurs, la carrière des auteurs. Et puis vous traitez des romans comme vous avez fait La Sorcière de la Montagne de Feu, Les Collines Maléfiques, et bien non, vous êtes dans la saga Loup Solitaire, quoi. Voilà, on essaye toujours de faire un peu l'écart entre la lecture, l'expérience, et après aussi l'histoire des écrivains. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup quand on regarde un peu les origines, Ian Livingstone et Steve Jackson, et après bien sûr il y a l'anglais Steve Jackson qui rencontre après et qui demande de travailler avec lui l'américain Steve Jackson, qu'on connaît un peu plus pour tous ces jeux de plateau, jeux de rôle, hein, tout ce qui est Munchkin, Zombie Dice et tout ça, hein. Donc c'est vraiment intéressant comment le monde est petit, quoi, dans cet univers de jeux de rôle, hein. Tout le monde finit par se rencontrer, travailler ensemble. Et avec Jerry, même nous, on apprend pas mal de choses qu'on savait pas du tout. Par exemple, sur la saga de Joe Dever, les loups solitaires. C'est là où quand on se renseigne sur Gary Chalk, l'illustrateur, on avait appris justement que c'était un des principaux créateurs des maquettes pour les figurines Citadel et White Dwarf. Donc ça même, ça nous avait étonné parce qu'on se disait waouh, ces mecs-là qui viennent d'un autre univers de jeux de rôle, des livres dont vous êtes le héros. Et c'est marrant comment ils sont tous quasiment de cette même boutique. On se rend compte un peu que la méca, c'est vraiment le Games Workshop, quoi. Et beaucoup de gens passent par là ou ont travaillé avec eux, tu sais, un peu en freelance ou au moins avoir eu une relation avec. Donc c'est assez intéressant. Et puis là, on continue, on est en train de préparer notre 6e podcast. Donc là, on a décidé vraiment d'aller vers les petites sagas et qui avaient un impact assez important pour ceux qui les ont lus. Donc là, on prépare Loup Ardent, Firewolf. Et là, c'est vraiment toute une autre expérience, un autre background. Donc c'est là où on s'amuse vraiment à faire notre point de vue quand on les a lus, notre nostalgie, parce qu'avant tout, voilà, ce sont quand même des romans d'une génération, hein, d'une enfance d'une génération. Et après, on fait nos épisodes où on parle un peu plus sur les écrivains, un peu l'envers du décor de ces livres, sur les créateurs. Oui, comme tu mentionnes l'américain Steve Jackson, je vais quand même le dire pour les auditeurs parce que je suis en train on diffuse pour l'instant une campagne GURPS, hein. Évidemment, GURPS c'est un jeu de Steve Jackson version américaine. Le jeu où on lance je sais pas combien de dés pour une action. Excellent, quoi. Excellent. Ouais. Et alors, raconte-moi un peu qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire un podcast sur les livres dont vous êtes le héros spécifiquement, parce qu'il y a pas mal de podcasts sur les jeux de rôle, mais surtout en anglais évidemment, mais vraiment sur les livres dont vous êtes le héros, comme tu dis, il y a un aspect nostalgique, retour en arrière. Qu'est-ce qui vous a amené vous a donné l'idée, quoi? Ouais, il y a aussi quelque chose de très unique pour moi, c'est en fait le jeu de rôle solo. Parce qu'en fait, j'ai déménagé il y a quasiment un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai dû un peu refaire ma vie. Tu vas me refaire des amis, et tu sais, quand t'as au-delà de 30 piges, c'est pas la même chose que quand t'as 15 ans, quoi, de te faire des potes.
Donc tu gardes un peu tes contacts d'où t'habitais avant, mais après tu dis bon, faut que je commence à me trouver des gens, j'ai envie de m'éclater un peu quoi. J'aime bien être solitaire aussi, ça me permet de créer, faire pas mal de choses, trouver du freelance, mais après voilà, il y a toujours ce côté où j'ai besoin de socialiser. Et donc je voulais commencer par les jeux de rôle. Donc ça c'est un peu facile maintenant avec l'âge d'internet, de trouver des clubs, des coins de rendez-vous où les gens, des joueurs en fait se rencontrent juste pour créer des groupes de Donjons et Dragons ou autres jeux de rôle. Mais bon, voilà, j'ai toujours un petit peu de mal. Et je t'admets que être solo aussi, ça me plaît beaucoup. Donc, je voulais trouver un peu des jeux de plateau et des jeux de rôle solo. Et par ma connaissance, le jeu de rôle solo le plus connu, c'est les fameux Fighting Fantasy, les game books, donc les livres dont vous êtes le héros. Parce qu'en France, tous ces livres en fait ont été mis sous la même édition, avec un très très beau boulot de Gallimard Folio Junior. Mais toutes les collections étaient achetées et donc imprimées la même façon, ce qui était assez cool en France, mais à savoir en Angleterre, pas trop en Amérique, mais en Angleterre voilà, c'était un peu édité partout, donc il fallait trouver les collections, il fallait savoir qui allait se faire éditer par ça. Donc j'ai commencé à lire ça et ça m'a aidé un peu à m'éclater en solo, mais aussi de m'inspirer pour mes futures campagnes, là des gens que j'allais rencontrer pour faire du jeu de rôle. Et puis voilà, ça m'a réouvert cette passion que j'avais déjà, de toute façon, qui était toujours quelque part en moi, de faire les livres dont vous êtes le héros. Et je me suis remis à les collectionner. Je me suis dit, tiens, bon, j'avais déjà commencé un an avant à retrouver des numéros que j'avais pas. Et là, je me suis remis un peu, on peut dire, un peu hardcore, quoi. Je me suis mis vraiment à collectionner les numéros qui me manquaient, à finir vraiment toutes les collections et voilà, de les lire, de m'amuser avec. Et en faisant ça, je cherchais un peu sur le web, tiens, j'aimerais bien écouter en fait des gens qui en parlent, avec le podcast maintenant qui est un marché assez étendu et qui est gratuit. Donc c'est assez cool, je commençais à chercher et je me rends compte qu'à part pas mal de vidéos YouTube, françaises, anglaises et peu d'américaines, parlent en fait, les gens montrent leur collection. Alors t'as des mecs de YouTube qui balancent des livres sur la table, qui te montrent juste les jaquettes, qui te parlent pas du tout du bouquin. Et après, t'as certains gars qui ont une passion, qui te parlent du livre et qui te font vraiment comment dire, ils te racontent l'histoire, ils font vraiment une analyse sur l'histoire avec leur critique. Et je me dis bon, c'est cool, mais il n'y a pas vraiment un mec à qui je peux m'abonner qui fait ça pour pas mal de livres. Donc je commence à chercher aussi sur les podcasts. Et les podcasts, c'est pareil, il y a quelques gars, des Britanniques, qui font des super podcasts de 2 heures sur les livres dont vous êtes le héros, mais qui cernent pas chaque sujet. Je me dis dans ma tête, est-ce que c'est possible de faire un podcast qui dure, ou est-ce que c'est juste qu'il y a personne encore qui pense à le faire? Je me suis dit, ok, bah écoute, si je le veux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai appelé mon pote Jerry et je dis, écoute Jerry, voilà, maintenant on peut parler, on peut discuter ensemble, malgré que j'ai déménagé, tu vois, c'est pas un souci, on peut choper sur Skype, faire pas mal de choses. Je dis, Jerry, écoute, j'ai une idée, j'ai envie de faire un podcast où on parle des livres dont vous êtes le héros. Jerry et moi qui sommes fans, on parle de ça, même qu'on travaillait ensemble dans la même entreprise, c'était un peu notre pause déjeuner midi, de discuter de nos aventures et même de retourner sur eBay et de compléter nos collections, de les lire, de se les partager et juste de réexplorer ça. On n'a pas grandi ensemble, donc on n'a pas eu une enfance où on a pu partager ses romans. Mais voilà, c'était un peu le délire qu'on avait, et puis on se rend compte qu'on est vraiment tous les deux des passionnés, qu'on se souvient des moments clés importants de certains romans, comme bien sûr, bon, je pense que nos éditeurs le savent, on est des grands fans de sorcellerie et de loup solitaire, et voilà, de se raconter certains moments et même d'en faire des blagues, de discuter de tout ça. Et donc voilà, je me suis dit, allez, on fait un podcast, on est assez blindés tous les deux, donc on se dit, allez, on essaye d'en faire un par mois. On sera déjà content. Là, on a eu un peu de retard sur les 2 derniers. J'ai eu quelque chose d'assez affreux qui m'est arrivé, mais tout va bien. J'ai eu un énorme accident de voiture. Donc ça m'a un peu retardé. Tout va bien, je me porte bien. Les radios sont ok, tout est ok. Donc je suis assez content et ça m'a pris un petit peu de retard pour reprendre un peu les podcasts. Mais là, c'est reparti. On va essayer de rattraper ce petit retard de quelques semaines. Mais voilà, c'est comme ça que l'idée est née, quoi. Je cherchais vraiment ce sujet, j'ai rien trouvé. Je me suis dit bon, je vais le faire moi-même, quoi. Oui, je dois dire qu'au niveau du retard, pour moi, ça ne m'a pas perturbé parce que on voit quand même que vous mettez beaucoup de boulot dans la réalisation du podcast. Entre autres, vous relisez chaque fois le livre dont vous parlez. Enfin, on voit que vous travaillez vraiment vos sujets. Donc, faisant moi-même des podcasts, je me rends compte du boulot que ça demande. Ouais, ça nous prend un peu pas mal. On travaille tous les deux dans le montage vidéo, dans le motion design. Et pour nous, c'est un peu, voilà, dès qu'on se met à monter quelque chose, on a ce problème d'ego, en fait, comme les animateurs. C'est, voilà, le moindre détail compte.
Ce qui est problématique pour nous des fois parce qu'on se dit merde, il faut qu'on accélère, mais en même temps je peux pas laisser passer ça me fait chier. Donc voilà, on se retrouve à prendre du temps avec Jerry. Donc Jerry, je lui dis Jerry, écoute, je vais m'occuper du montage et toi tu mets en stand-by. Et voilà, donc ça me prend quelques nuits des fois à monter les épisodes, parce que bien sûr il y a plein de passages qu'on coupe parce que la passion qu'on a pour les livres, en fait, on oublie, c'est pas qu'on oublie, mais bon, on se rend compte qu'on est, malgré qu'on est en train d'enregistrer un épisode, on fait une pause et, pardon, et on commence à parler, tu vois, des souvenirs, des choses que, bon, forcément, on n'a pas envie d'enregistrer dans le podcast, mais on fait vraiment des pauses assez longues, quoi, et on discute d'autres choses concernant les livres. Une fois, sur un podcast, on a commencé à parler de Dark Souls 2, le jeu vidéo qui sort bientôt. On se dit ouais, ça serait bien qu'il fasse ça et ça, et on est parti vraiment dans une grosse discussion. On se dit mais putain, mais c'est fou qu'il n'y ait pas un émulateur ou tu sais un codec, le processus de création, le engine en fait, pour créer soi-même ses propres jeux de rôle. Je sais qu'il existe pour The Witcher, qui a été relâché récemment, et c'est là on se dit mais bon, nous on est nuls en design de jeux vidéo, mais il y a des mecs, des fous furieux, je suis sûr, qui ont du temps devant eux, qui pourraient nous recréer en version The Witcher sorcellerie. Avec tous les ennemis, les décors, mais bon, c'est un boulot de fou. Mais voilà, des fois, on s'arrête et on parle de tout ça. On se dit bon, peut-être retourner sur le sujet, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais on sent bien, enfin bon, moi c'est vrai que comme je suis moi-même un podcaster, je sens bien que vous faites un editing assez serré. Enfin, vous êtes toujours sur le sujet. Mais aussi, ce qui est vraiment très agréable, je dois dire, c'est que quand j'écoute moi évidemment, j'ai lu les livres d'Henri le héros. Maintenant j'ai 37 ans, donc ça me fait. Je devais avoir 10-12 ans quand j'ai commencé, enfin dans ces eaux-là, quoi, comme c'est notre génération, quoi. Je suppose que ça doit être à peu près la même tranche d'âge pour vous. Et mais je les ai pas relus depuis, contrairement à vous. Alors quand vous commencez à en parler, c'est marrant, j'ai vraiment des flashbacks parce que finalement les histoires me reviennent au fur et à mesure que vous en parlez. Par exemple les Maîtres des Ténèbres, je l'ai relu aussi plusieurs fois à l'époque. Et alors quand vous commencez à parler des scènes de combat, ça me revient. Tout d'un coup, je me dis, mais oui, je me souviens de cette scène. Ou de l'illustration, c'est vraiment marrant. Ouais, on focalise énormément sur les illustrations parce que bon, les images parlent tellement plus qu'un simple paragraphe. Hein. Mais là, c'est vrai que nous aussi, ça nous replonge. Alors bon, voilà les difficultés, l'envers du décor, le cachet, hein, c'est qu'il y en a certains qui sont difficiles à lire. Parce que ils tiennent pas la route ou c'est vraiment écrit pour un jeune public. Il y en a certains qu'on se dit, tu vois, c'est des lectures un peu dures. Donc on expérimente, on essaye certains, et c'est là on a vraiment du mal, surtout dans la collection après les 20 premiers défis fantastiques. Avec Jerry, on se dit, là c'est dur, tu vois, j'ai du mal là. c'est un peu trop simple. Donc on fait vraiment un tri, on essaie de trouver ceux qui, qui marchent toujours pour un public qui est en notre âge aujourd'hui. Quelque chose qui marche toujours. Alors là, tu vois, les Firewolf, les loups ardents, c'est dingue, quoi. Il y a du sexe, il y a de la violence, c'est pas mal. Je m'en souviens quand j'étais plus jeune. Mais là, avec Jerry, on se dit, ça marche toujours, quoi. C'est assez violent, c'est marrant que Folio Junior, j'ai l'impression qu'ils les ont pas lus. Parce qu'il y a vraiment un moment où tu peux baiser une sorcière, quoi. Et t'as le choix. On est étonné, quoi. On se dit, ok, bon, c'est cool. Pourquoi pas? Je veux dire, ça fait partie de l'histoire, c'est la fiction, c'est le thème, hein. C'est le personnage qu'on joue. C'est tout à fait, ça sort pas de nulle part. C'est pas gratuit. Ça a bien une raison sur le point de vue scénaristique. Mais ouais, ça sort de l'ordinaire. Et c'est ça, c'est le tri, c'est la sélection, et c'est là où on s'éclate, quoi. Donc on lit quelques paragraphes, on regarde, on voit ce qui est un peu intéressant. Donc on a fait un arbitrage au début, mais on se souvient surtout de ceux qu'on peut lire et ceux qu'on peut faire. Et après, moi, c'est surtout mon côté où j'expérimente, je regarde un peu ce qui est faisable ou pas, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est si je peux me permettre, la seule entre guillemets critique que je voulais vous faire, c'est vraiment pas une très grosse critique, mais c'est que quand vous avez commencé sorcellerie, je me suis dit mais ils vont faire les 4 sorcelleries d'affilée, évidemment, pour qu'on soit, qu'on puisse suivre l'intrigue, et puis vous sautez à Le Solitaire. J'étais un peu surpris par le goût, parce que je me suis dit mais oui, si on fait les 4 volumes de sorcellerie, on aura l'histoire frais dans la tête, quoi. Ça va venir. En fait, c'est un plan que je voulais faire avec Jerry. C'est toutes les sagas, on va les faire, mais on voulait pas scotcher trop longtemps sur sorcellerie. Donc on va y revenir. Hein. Je pense que même ça sera notre prochain pour ce printemps.
Donc on va faire la cité des pièges. Mais on fait des pauses parce qu'il y a tellement à parler, on a peur en fait de scotcher que sur sorcellerie et perdre du public, tu vois, qui veut loup ardent ou loup solitaire. Donc on essaie de diviser. Et ce qui est bien pour le podcasting, tu vois, c'est on peut toujours écouter les numéros et télécharger ce qu'on veut ensuite. Mais aussi c'est pour nous, parce qu'on sait que là on débute, on en est qu'au 5e, on est en train d'entamer le 6e, mais on sait qu'on est en train de s'améliorer. Donc il y a des choses qu'on va pas faire comme avant. Façon qu'on va parler, s'exprimer, c'est comment on va traiter le sujet. Donc j'avais dit à Jerry, écoute, on se donne un petit temps entre chaque saga comme ça, juste pour voir comment nous-mêmes on évolue et comment on change, on évolue le podcast, quoi. Oui, c'est vrai que comme vous l'avez bien expliqué, le loup solitaire est encore très populaire, comme ils ont lancé maintenant le jeu de rôle, etc. Donc il y a certainement plus d'intérêt pour la saga loup solitaire que pour les autres. Mais moi, ce que j'aime bien aussi dans le podcast, c'est que c'est vrai, voilà, moi je les ai lus encore une fois quand j'avais 10 ans peut-être, et vous avez vraiment un regard d'adulte maintenant dessus, et c'est assez marrant de vous écouter analyser les romans, parce que je les ai jamais analysés comme ça, forcément, parce que quand on a 10 ans, on lit les choses sans vraiment, enfin, on n'a pas le recul nécessaire, quoi. Hein. Par exemple, j'avais jamais réalisé que Sorcellerie, c'était une version plus difficile, plus mature de Livre dont vous êtes le héros. Puis une fois que vous l'expliquez, je me dis mais oui, c'est vrai, maintenant que vous l'avez dit, c'est évident, quoi. Ah ouais, en fait, c'est intéressant, mais c'est comme ça qu'il s'était vendu en Angleterre. Et à l'époque, c'était Steve Jackson, hein, donc le créateur de Sorcellerie, qui c'est marrant, mais il en avait marre d'écrire des histoires pour des enfants et des ados. Donc pour lui, c'était les défis fantastiques, qui étaient plus pour un public un peu plus jeune. Et il se disait, moi j'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'attirer la clientèle. Bien sûr, ce qui a intéressé, je pense, l'éditeur, hein, c'est une clientèle un peu plus âgée, comme ça, bien sûr, plus de ventes. Et bon, lui, il avait son sujet, il avait déjà son thème, et c'est là qu'il a créé Sorcellerie. Et même les affiches, alors ça, on les met sur notre site web. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont sur Buzzsprout ou sur iTunes, mais n'hésitez pas à venir sur le site web, hein, parce que là, on colle des images, on colle un peu les éléments sur lesquels on parle et de quoi on aborde dans les podcasts. Donc ceux qui veulent une référence visuelle. Et donc ouais, la cité des pièges surtout et les colis maléfiques étaient vendus sur un thème que ce n'est pas que pour les enfants. Sur les affiches anglaises et dans les magazines anglais. Et ouais, c'est assez intéressant. Donc là, on se dit bon, c'est cool maintenant qu'on a un peu plus l'âge, largement l'âge pour qui cette saga a été destinée à, vendue pour. On se dit en effet, ça marche, quoi. Ça marche. Steve Jackson a vraiment bien prévu son coup. Et même maintenant, en 2014, le thème marche toujours. Pourtant, c'est des histoires qui datent, hein, qui sont d'une autre époque du jeu de rôle et qui tiennent toujours la route. Oui, et quand vous avez fait l'historique des livres dont vous êtes les héros, finalement, vous n'avez pas tellement abordé, mais enfin, pour moi, les livres dont vous êtes le héros sont un moment un peu mort de leur bien mort, quoi. Ils ont perdu en popularité. Bon, c'est en train de revenir maintenant avec parce d'un point de vue technologique, ils ont été transformés sous des formes d'applications pour iPhone, ouais, etc. Ils reviennent pas mal sur tablette. C'est quand même limité sur tablette. De temps en temps, il y a des nouveaux éditeurs, il y a pas mal de freelancers et de indie développeurs qui font des jeux sur tablette. Donc ça revient pas mal. Il y a aussi Folio qui s'est mis à le rééditer. Donc ça nous avait impressionné avec Jerry. On s'est dit tiens donc, ok, ça revient. Parce qu'avec le jeu vidéo, c'est ça qui a tué un peu le marché du livre-jeu. Hein. Mais c'est un marché niche maintenant. Et c'est vraiment pour ce public-là que ça marche. Mais voilà, il y a toujours un marché, donc une possibilité de vente. Et c'est vrai que c'est plus mis en avant comme c'était à l'époque. Et aussi le public, la génération qui les lisait a vieilli. Et je me demande dans quelle mesure il ne devrait pas essayer de faire justement des volumes qui s'assument vraiment pleinement pour adultes, quoi, avec des histoires. Ouais, c'est ça qui je trouve dingue, parce que là, c'est comme toute chose, hein, c'est un peu comme le marché de la musique. Les groupes, tu sais, qui font leur musique, ils suivent un peu la génération qui les écoute. Pardon. Donc ouais, c'est un peu les musiciens changent un peu leur style pour s'adapter à leur public. Donc ça mûrit, ça devient de plus en plus mature. Et là, c'est bizarre, mais le marché du livre-jeu, il n'y a pas du tout cette progression. C'est ce marché en fait où c'était pour un public et basta. Ça sera toujours pour ce public qui a cette moyenne d'âge. Et donc quand ce public devient un peu plus âgé, a envie de passer à autre chose, j'ai l'impression que les éditeurs
Les écrivains, bon, s'amusent toujours, hein, parce que c'est leur style d'écriture, c'est un peu leur narrative. Ils vont pas changer, parce que ça marche toujours, mais c'est bizarre que ils cherchent pas d'autres éditeurs à développer. Tu vois, je veux dire d'autres écrivains à publier. Comme ça, on a des écrivains pour un certain public, d'autres écrivains pour ce public-là, qui est cet énorme marché. Et c'est sûr, je pense que ça se vendrait. Mais j'ai l'impression que ça se fait pas. Je pense que c'est les personnes qui sont en chef. Déjà, les éditeurs qui font ces livres-là, ce sont pas des éditeurs qui font que des livres-jeux. Gallimard, bien sûr, fait énormément de littérature française, de traduction. Et voilà, le marché niche qu'ils ont, c'est les livres-jeux. Donc en France, c'est Gallimard qui contrôle un peu, généralement, on va dire, les livres-jeux, qui contrôlait avant à l'époque. Aujourd'hui, là, ils rééditent certains numéros, ils font de la vente en ligne, mais ça s'arrête là. Ils cherchent pas à publier d'autres. Donc il y a d'autres éditeurs qui publient les livres-jeux, mais ça reste un petit marché. Je pense qu'il y a un public. C'est sûr que ça se vendra. Après, faut pas imprimer, je pense, trop de numéros. C'est surtout que là, il y a pas mal de ventes web. Je pense que c'est imprimé par achat sur le web. Je pense qu'ils contrôlent pour pas faire de gâchis. Mais ouais, il y a un public, il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a une recette qui marche. C'est quand on voit le marché du jeu de plateau, comme Flight Fantasy, je me trompe toujours quand je les appelle. Tu vois, ça c'est un des trucs que je modifie toujours dans les podcasts quand on parle de cette marque de jeu de plateau, vu qu'on se gourre à chaque fois. Mais eux, ils reviennent, c'est une boîte qui fait que des jeux de plateau, qui fait sur l'appel de Cthulhu, Warhammer 40 000, pas mal de trucs, qui font aussi les jeux, c'est vraiment un marché niche, hein, c'est les jeux de deck building. Donc vraiment, ça joue que avec des cartes en main, et en fait, on améliore son deck, ce qui est donc ces cartes en main. Tout ce système-là, ça c'est des jeux qui commencent à être à la mode, mais c'est, si je me trompe pas, pour moi, c'est vraiment un marché niche. Et pourtant, eux, ils ont tout compris. Ils maîtrisent ce marché-là, et ils développent énormément de jeux, quoi. Flight Fantasy sort toujours des nouveaux jeux de plateau tous les ans, et comprennent qu'il y a un public qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aimerait surtout les jeux de plateau, d'où en fait l'achat de la licence de Gears of War. Et choses comme ça, où maintenant ils font des jeux de plateau, Gears of War. Donc les gens qui aiment, j'ai oublié comment ça s'appelle, Ténèbres, je sais ça, c'est le fameux jeu de plateau de figurines, c'est un peu Donjons et Dragons, mais sans le système de jeu de rôle, plus le système de baston. Donc c'est un peu cette stratégie du mouvement. Et voilà, ils font ça pour Gears of War, et maintenant j'ai vu qu'il y avait carrément le jeu de rôle Gears of War. Tu vois, ça c'est un marché qui a tout compris, ouais. Il y a un public pour tout. Il y a un public qui sera intéressé. Les gens veulent jouer des gros bourrins stéroïdés comme Marcus Phoenix en jeu de rôle. Bon, moi c'est pas mon truc, mais je comprends et je trouve ça super et c'est très admirable, quoi. Il y a des gens qui pigent le truc, qui passent du temps à créer des règles et qui s'inspirent. Je sais pas si c'est du D10, des 20, mais ouais, c'est sûr qu'il y a un public. Mais j'ai l'impression que tu vois le mouton noir du troupeau, ça reste les livres-jeux solo. C'est toujours un marché qui est, je dirais pas mal exploité, mais qui est un peu à l'abandon. Et pourtant, il y a des acheteurs. On est là, il y a un public qui est là pour ça. Ouais. Ouais, j'avais vu à l'époque, parce que j'ai commencé à jouer à l'appel de Cthulhu très sur le tard, voilà quoi, dans la trentaine, bien dans la trentaine. Je faisais des jeux de rôle bien avant, mais à l'appel de Cthulhu, et je regardais un peu les vieux suppléments, et ils ont sorti en fait des suppléments qui sont des livres dont vous êtes le héros pour l'appel de Cthulhu. Malheureusement, ils sont difficilement, ça devient, il faut aller sur eBay pour se les procurer, puis c'est pas donné. Mais j'étais vraiment curieux de les lire parce que je me dis ça date certainement des années 80-90, donc c'est peut-être encore pour un public plus pour enfants, mais est-ce qu'ils auraient osé faire de l'appel de Cthulhu vraiment greedy, adulte, noir, et où tout le monde meurt à la fin. C'est là où on se retrouve à faire nous-mêmes nos scripts, quoi, parce que c'est tellement difficile à trouver. C'est vrai que... Et comment on a abordé la question du jeu de rôle, je suppose, je ne sais pas, moi, je suppose que tu es aussi passé au jeu de rôle peut-être avec l'œil noir. En tout cas, moi, les gens qui ont joué au livre dont vous êtes le héros, ils ont souvent découvert le jeu de rôle par l'œil noir, puisque Gallimard s'est mis à traduire l'œil noir aussi. Est-ce que ça a été ton cas ou Alors l'œil noir, j'ai eu une très mauvaise expérience. Déjà, j'arrivais pas à trouver des joueurs. Et le peu de joueurs que je trouvais, on n'était pas assez sérieux pour bien suivre les scénarios. On était un peu jeunes, hein, c'était encore l'époque du collège. Donc après, on a essayé un peu plus tard, mais bon, il y avait Advance Dungeons and Dragons, et puis après, il y a eu l'époque de Donjons et Dragons 3, puis 3.5, donc ça, vite fait, moi, il y avait un peu mieux qu'on a trouvé quelque chose de plus intéressant à jouer. Oui, d'ailleurs pour les auditeurs qui ne savent pas, l'œil noir c'est un jeu allemand, donc qui existe d'ailleurs toujours, hein, et qui est très populaire en Allemagne.
et qui de Zwart, comment ça fait? J'avais vu le nom allemand, mais mon allemand est pathétique, mais j'en ai pas mal. J'ai l'énorme livre de base, qui est en fait un sorte de coffret en plastique avec l'écran du maître du jeu, tout ce qu'il faut, hein, même un crayon, quelques romans. Donc je m'amuse à lire les règles, on expérimente avec Jerry, savoir si on en parle ou pas. Mais ouais, à chaque fois on se dit bon, c'est pas mal comme système, ça marche, mais mais après l'allemand, voilà, c'est là où je me perds complètement. Mon histoire était très similaire à la tienne, dans le sens où moi aussi j'ai lu l'œil noir. Voilà, j'avais 12-13 ans et je peux pas dire que j'ai jamais fait un véritable scénario, une véritable partie de l'œil noir, parce qu'à l'époque on était trop nuls. Enfin, je lisais le bazar et j'essayais d'imaginer mais comment ça se joue ce machin. Je comprenais pas trop. C'est ça la difficulté. Alors ce que je voyais, c'est qu'il fallait dessiner les plans. Il fallait dessiner des plans sur ce fameux papier chéquier qu'on nous donnait, hein, pour que les joueurs en fait explorent, expérimentent. Et je me dis mais c'est une perte de temps ça. Je sais pas, tu le fais par imagination. Chacun travaille sur la narration du maître du jeu, et puis après bon, maintenant avec les comment s'appelle, c'est les feuilles, enfin ce dépliant de cases pour Donjons et Dragons et choses comme ça, c'est plus facile avec un marqueur noir. On dessine la zone de combat et là on applique les règles de mouvement et choses là. J'ai l'impression que l'œil noir elle avait déjà pigé à l'époque ça. Et mais bon, c'est voilà, j'en ai vraiment pas trop fait, donc je peux pas vraiment dire si j'ai une petite expérience avec quoi. Maintenant aujourd'hui j'en ai collectionné quelques-uns, voilà pour la préparation du podcast, si on en parle ou pas. Mais ouais, c'est l'un de ceux qui sont un peu difficiles pour nous parce qu'on a pas trop, on a fait quelques parties. Moi je sais que j'en avais fait une ou deux quand j'étais gamin, mais c'est tout quoi. Parce que oui, enfin, encore une fois pour les auditeurs, dans l'œil noir il y avait des livres solo aussi, hein, ouais, qui se jouaient, qui utilisaient. Il y avait des livres solo. Ouais. C'est vrai que. Bah ouais, non, moi je serais curieux que vous en parliez parce que okay. même si je suis exactement dans le même cas que vous, hein, j'ai lu l'œil noir, j'ai pas compris ce que je lisais et puis après je me suis acheté Donjons et Dragons, la boîte de base. Ah ouais, la boîte rouge, ça change voilà. Tout. Hein. Ah ouais, non, c'est sûr que l'investissement là Donjons et Dragons c'était beaucoup plus complet, hein, j'ai l'impression. Oui, et puis c'était plus clair, même si évidemment ce qu'on t'expliquait, ouais, c'est que tu devais faire du donjon ou tu faisais de l'exploration de donjon pur et dur. Voilà, c'est ça. Et puis il y avait le système, bon, il y avait tous les deux, je crois qu'il y avait un système d'évolution aussi dans l'œil noir. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Il y avait, parce que c'était vraiment une sorte de, enfin, il voulait faire du Donjons et Dragons en allemand sans avoir la licence Donjons et Dragons. Hein, donc, il y avait des trucs fun, je crois qu'il y avait du style pour les sortilèges, il y avait des formules magiques à prononcer. C'est ce que Donjons et Dragons n'a pas, je pense. Non. Ouais, c'est pas mal comme règle. Après, il faut s'en souvenir quand on joue son personnage. Ce qui est pas facile quand on a une semaine de boulot assez difficile, hein, de se souvenir de ses sorts pour le week-end, ça. Ouais. C'est clair, quoi. Ouais, voilà. Très bien. Ben écoute, je pense qu'on a un peu fait le tour ouais. des questions que je voulais te poser. Ouais. Juste peut-être, voilà, un preview du futur. Tu l'as un peu. Oh, attends, juste une minute. Avant, tu me parlais en fait de notre premier numéro. Je vais faire un petit encart là-dessus. Ah ouais. Parce que je sais qu'on a pas mal de retours assez sympas, mais c'est vrai que c'était notre premier podcast. Ça se sent qu'on est coincé du cul. Et puis on se dit bon allez, on commence par parler des jeux de rôle. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, vous avez oublié ceci, cela et cela. Et après on a pas mal de critiques très sympas et intéressantes qui disent peut-être c'est un peu trop long, faut faire un peu plus court. Et puis on a l'inverse où nous disent il faudrait que ça dure un peu plus longtemps. C'est difficile de plaire à tout le monde bien sûr, hein. On fait ce qu'on peut, mais c'est vrai qu'on a essayé de compacter le plus d'informations sur l'origine des livres-jeux. Mais hélas on peut pas tout parler. On peut pas parler de tout ce qui se passe sous l'histoire. C'est pour ça qu'on aime bien aussi faire sur une durée assez longue. Tu vois, on essaye toujours de viser 1 heure. Et on reviendra dessus. Hein. Donc il y a pas mal de sujets pour ceux qui nous écoutent là, pourquoi on n'a pas abordé ce sujet-là. Vous inquiétez pas. C'est sûr qu'on reviendra dessus plus tard. Où on a nos fameux numéros, hein, qui sont un podcast sur 3, où voilà, on traite plus l'écrivain et l'illustrateur ou la saga. Donc là, c'est sûr qu'on pourra parler un peu plus des détails. Et des choses comme ça. Mais le premier, on voulait vraiment se concentrer sur un peu l'histoire et la création de ces systèmes de jeu, quoi. Ouais. Non, c'est clair que moi aussi, quand je l'ai écouté, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est leur numéro 1. Ils couvrent déjà énormément de choses, mais ils auront l'occasion. Ouais, c'était ça. On avait la masse de choses à parler. C'était vachement difficile de compacter. En même temps, moi, je voulais toujours, c'était une idée que j'avais, de mettre de la musique dans les podcasts. Je trouve que c'est vraiment une bonne source d'inspiration. Donc trouver des morceaux de musique qui inspirent en fait. Parce que nous c'était un peu
quand je lisais les livres dont vous êtes le héros, c'était soit à l'époque plus jeune, il y avait quelques vinyles. J'avais un cousin un peu plus âgé que moi, donc qui avait tous les Iron Maiden, qui avait des Metallica, et aussi des groupes comme Hawkwind, tout ce qui était un peu plus rock psychédélique. Donc c'était vraiment une très bonne source d'inspiration de mettre ces vinyles là ou les CD quand je lisais les livres. Et je voulais en fait retrouver cette partie de mon enfance que j'avais et de faire ça dans le podcast. En fait, de trouver des morceaux qui nous inspiraient. Et c'est là avec Jerry on s'éclate, on essaie de trouver des morceaux maintenant un peu plus modernes qui traitent toujours le sujet du jeu de rôle ou le livre-jeu. Et on apprend qu'il y a pas mal de groupes de métal et de rock qui parlent des livres dont vous êtes le héros. Ça, on trouve ça super, quoi. C'est Anthrax en parle pas mal. Donc on pense mettre un numéro d'Anthrax. Bon, ça va être du métal un peu plus vénère de ce qu'on met d'habitude. Mais voilà, c'est cool, quoi. Ils parlent bien sûr Anthrax ont toujours parlé ils parlent des Avengers, de Marvel. Quand on écoute leurs chansons, ils parlent énormément de choses comme ça. Donc pas que dans Persistence of Time, il y a des chansons qui parlent de ça. Et puis il y a aussi des chansons sur Judge Dredd. Il y a beaucoup de choses de l'univers, on peut dire l'univers, c'est la passion du comics et du jeu de plateau, jeu de rôle. Donc ouais, c'est un truc qu'on aime beaucoup faire et qu'on développe au fur et à mesure. Iron Maiden, le plus connu, Weekend Warrior. Donc le guerrier du week-end, hein, bien sûr, la chanson pour les joueurs de jeux de rôle. Voilà. Ouais, donc on essaye toujours de créer cet équilibre, d'inspirer les gens qui nous écoutent avec ces morceaux de musique, et voilà, de faire tout ce qu'on peut en 1 heure, et puis de pas trop aussi s'étendre, parce qu'on a, tu sais, nous on est dans notre délire, notre passion, mais on sait que voilà, on a des écouteurs et on a envie de faire plaisir, bien sûr, à bien informer, et aussi à partager notre passion. Oui, c'est vrai que moi je fais partie de ceux qui aiment plutôt bien les podcasts compacts en fait, avec pas de musique à l'intérieur complètement comme ça j'ai juste l'information qui m'intéresse. Mais à vrai dire, dans votre podcast, j'ai encore assez bien de plaisir d'écouter les chansons parce que tu me faisais peur là. Pendant quelques secondes, je me dis merde. Ah ouais, non, mais de toute façon, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, c'est pas. Bien sûr. C'est juste que j'ai une énorme playlist de podcasts de jeux de rôle à écouter et d'autres sujets, donc forcément, parfois j'aime bien les trucs compacts. Mais c'est vrai que vos chansons, elles ont souvent, c'est vraiment, elles évoquent vraiment bien les univers. Alors voilà, ça fait partie un peu de l'aspect nostalgique. Tout d'un coup, on a de nouveau 12 ans. Ouais, histoire de replonger dans cette époque-là, ouais. Tu as vu que Steve Jackson, le Britannique, a sorti un nouveau livre dans Zetléo qui s'appelle Blood of Zombie, en fait. Ouais, qui est sorti, je crois qu'avant tout sur tablette, si je me trompe pas. Ah, je sais pas. Ouais. J'ai pas eu la chance de le lire, mais. Je pense qu'il y a eu des versions. Je suis pas sûr si ça a été imprimé ou pas, mais j'avais lu l'article sur la tablette. Ouais, il a vu en fait qu'il y a bien un marché pour ça. Et voilà, Steve Jackson s'est penché dessus et a créé Blood of the Zombies. Donc je l'ai acheté sur ma tablette et j'ai pas eu le temps encore de l'essayer. Car je suis à fond là sur le loup solitaire de Steve Jackson. Ah pardon, qu'est-ce que je dis? Je me mélange dans tous mes livres là. Non, je veux dire loup ardent. Exact. Non, loup solitaire, c'est loup solitaire. Ah bah alors t'as dit juste. Ouais, tu vois, c'est à force de parler de tous les livres jeux, on s'y perd. Non, de Joe Dever bien sûr. Joe Dever en fait qui comme Steve Jackson qui a compris qu'il y avait un public sur tablette et donc qui a créé une nouvelle aventure de loup solitaire. Pour ceux qui veulent essayer, c'est vraiment amusant. On en a parlé un petit peu avec Jerry dans notre deuxième podcast là sur je sais le premier ou le deuxième qu'on a fait. Il y en a un sur Joe Dever et l'autre qu'on a fait après sur les maîtres des ténèbres. Mais on en parle un petit peu, c'est sympa. On s'est pas trop penché dessus parce que voilà, on avait commencé à y jouer. On n'a pas eu le temps de finir l'aventure, donc on voulait pas déjà donner notre critique dessus sans vraiment l'avoir complété. Mais là, je passe mon temps à jouer dessus. Sympa les dimanches, je me penche, je lis, c'est l'histoire vraiment intéressante. Puis ouais, ça fait replonger. Et là, surtout, l'utilisation de la tablette, très smart des créateurs. Les illustrations sont animées. Donc, ouais. Et puis après, les scènes de combat, c'est vraiment un jeu vidéo où le système de règles est gardé de loup solitaire, mais voilà, il y a tout un système de jeu un peu plus entraînant pour le combat, quoi, des icônes, il faut garder des XP, c'est un peu ce tour par tour avec une barre qui recharge. C'est bizarre, mais c'est un peu pardon. C'est un peu une fusion de, tu vois, comme les jeux comme Chrono Trigger ou Final Fantasy, mélangés avec leur propre set de règles. Donc c'est vraiment intéressant à jouer.
Ouais, j'avoue, dès que je n'en avais pas entendu parler avant d'écouter les épisodes là sur le solitaire, et dès que je suis revenu à la maison, parce que j'écoute ça dans ma voiture, Ouais. j'ai été voir dans YouTube pour voir des vidéos, j'étais voir, Ouais. et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympa, hein, donc. Ah ouais, là moi je suis à fond dedans, ça c'est cool quoi, c'est vraiment sympa. Et là bien sûr il a compris son public. Mais tu vois c'est que ces mecs-là, hein, c'est les mecs qui sont à l'origine qui pigent à qui il s'adresse et à qui ça va intéresser. Et après il y a d'autres gens, je sais pas si c'est exprès ou pas, tu sais, on avait parlé avec Jerry, hein, tout ce qui est Dark Souls, The Witcher, le public voilà qui a grandi avec les livres dont vous êtes le héros et qui aime les jeux vidéo, mais c'est des excellents jeux vidéo quoi, qui ont compris cet univers. Pour nous, Dark Souls, on l'appelle, avec Jerry, on s'amuse, on l'appelle sorcellerie de video game. Parce que le jeu est tellement difficile, on peut crever à n'importe quel moment, les régions sont remplies de démons, de monstres, tout veut notre peau, mais voilà, on a ce système de jeu, cette satisfaction d'accomplir les tâches, de tuer certains ennemis, comme sorcellerie, ce qu'on retrouve. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, on n'en a pas parlé dans le podcast. J'en profite pour en parler avec toi là, mais tu sais que Sorcellerie commence à être édité par Inkle, donc un studio de jeux de tablette, qui sont en train d'éditer les sorcelleries sur tablette. Oui, j'avais vu passer ça, ça avait l'air vraiment chouette. Ouais. Ils sont excellents, le boulot est magnifique. Ils ont changé le système de bataille, donc c'est plus un système de dés. Parce qu'il y a longtemps, il y a quelques années, il y a un éditeur qui avait sorti les Collines Maléfiques sur tablette. Enfin sur téléphone, il y avait pas trop les tablettes encore à l'époque, donc c'était plutôt sur téléphone, smartphone. Et je crois qu'il y avait un problème de licence parce qu'ils se sont fait saquer au bout d'un an. Donc ça c'est un peu craignos pour eux, mais j'avais pu en profiter. Et c'était le système de dés, donc c'était vraiment les mêmes règles que le livre-jeu. Mais là, voilà ce que fait Inkle. Donc là, j'ai l'impression qu'ils ont la licence parce que c'est vraiment la typographie d'Angleterre qui était sur les livres. Et là, ils ont publié il y a quelques mois maintenant La Cité des Pièges. Donc ils se préparent bien sûr au 3e volume. Mais les histoires sont excellentes. Il y a vraiment une carte du monde. On peut la regarder, se balader dessus. On avance comme un petit pion, comme si on jouait en fait à Donjons et Dragons sur une carte du monde. On se déplace où on veut, sur les destinations auxquelles on veut se pencher. Le système de baston, c'est plus un système où on a un certain nombre de points et comment on veut se battre, est-ce qu'on veut se protéger, est-ce qu'on veut attaquer. Donc c'est assez bien fait. La magie aussi, c'est un sort de mini-jeu intéressant. Mais il y a un très très beau boulot, donc ça, pour ceux qui veulent tenter une expérience numérique de sorcellerie, ça vaut le coup. Ouais, moi j'avais, avec l'ancien éditeur d'application, là, j'avais essayé le Sorcier de la Montagne de Feu. Et c'est vrai que ça, tout d'un coup, Steve Jackson, que je suis sur Twitter, annonce, ah bon, ben, ces applications, livres dont vous êtes le héros, ne seront plus accessibles à partir de telle date. Je me suis dit, mais c'est quoi ce beans? Alors j'étais dégoûté, je les avais tous achetés, moi, c'est un truc qui, merde. Enfin, j'étais dégoûté pour les gens avec qui je voulais partager, quoi. Moi, je les ai toujours, elles marchent toujours sur mon téléphone, mais ouais, c'est un peu décevant, quoi. Mais elles sont revenues maintenant, ils sont en train de les redévelopper, hein. Ils ont enfin terminé leur problème de licence, donc ça revient. Mais juste un truc, c'est vrai que moi, évidemment, quand je me souviens, quand j'avais 10-12 ans que je jouais les livres dans Z le héros, je trichais comme un fou. Je respectais pas les règles à fond. Les combats, à un moment, je crois que je jouais même plus les combats. Je voulais juste connaître la fin. Et je regardais. Enfin, je crois qu'on a tous joué les livres dans Z le héros comme ça. Et c'est vrai qu'avec ces systèmes de tablettes, évidemment, c'est fini. Hein. Tu peux plus tricher puisque c'est la tablette. Non, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est. Là, c'est un truc assez cool à faire. Ouais, je sais que le jeu loup solitaire est assez sympa là-dessus. Pour l'instant, je suis mort qu'une fois, mais j'ai vu qu'il y avait un système de continu infini. Donc j'ai l'impression que ça se base sur le jeu vidéo d'aujourd'hui, qui est un peu le jeu vidéo cool, à part pour certaines exceptions, comme je viens de décrire, comme tu vois Witcher et Dark Souls. Mais ça reste pour un public en fait qui a l'habitude des continues, d'être aidé par le jeu vidéo, pas comme à l'époque des textes aventures, tout ce qui était infocom comme Station Fall, Cutthroats, Wishbringer, enfin bref tous ces jeux-là qui avaient pas beaucoup d'aide, qui t'aidaient pas. C'était à toi de te démerder, on te donnait pas mal d'indices, mais on va pas te donner la réponse. T'en parles à tes potes, à la cour de récré, mais il y avait pas encore internet, il y a rien, donc tu te démerdes. Mais ouais, nous aussi quand on était gamins, forcément on triche, Ça c'est sûr que ça nous fait chier de recommencer au début quand on a déjà passé une 60aine de paragraphes. Mais avec Jerry, on se dit justement, tiens, on essaye de pas tricher.
Donc on se donne les continus. Moi je me donne 3 continus, donc j'ai vraiment 3 petits marque-pages dans mon livre. Et voilà, ça sera ma critique. Si je le rate, bah je ferai une critique là-dessus, en fait, le fait de ne pas l'avoir accompli. Mais bon, vu tout ce qu'on fait, on les a déjà lus, on connaît un peu la fin. Mais on essaie quand même de se donner un nombre. Avec Jerry, des fois on se dit bon, on n'a pas le temps, il y a des combats qu'on saute. Tout ce qui nous paraît facile, on saute. Tout ce qui nous paraît difficile, on le fait juste pour avoir l'expérience, de pouvoir critiquer dessus. Et on regarde les stats des ennemis. Ok, là c'est supposé être un grand combat. On imagine un peu la musique de Hans Zimmer, tu vois, en arrière-plan. Le combat fracticide. Donc ouais, c'est un peu notre délire, mais certains trucs, ouais, on passe, ça dépend, quoi. Il y a, comme le sorcier de la montagne de feu, on l'a refait vraiment à 100%. Moi, je l'ai réussi au 2e run. Le premier, c'était un peu un échec, je me suis fait tuer par, je crois que c'était des zombies. Et ouais, donc certains on les fait à fond, d'autres, comme là le loup solitaire, je sais qu'avec Jerry, voilà, les petits monstres, tout ce qui était vraiment ridicule à tuer. On s'équilibrait un petit peu, on passait, d'autres on faisait, quoi. Souvent c'est un de nous, Jerry, vas-y fonce, fais pas les monstres, moi je ferai les monstres. Vu qu'on les lit chacun de notre côté. Et c'est vraiment juste pour préparer notre critique, d'explorer un peu le livre. On essaye toujours de faire des chemins différents. Souvent là on prend les mêmes chemins, mais c'est pas voulu. C'est juste qu'on a un peu la même façon de penser quand il y a des directions à prendre. Mais ouais, c'est assez intéressant comment on gère en fait le fait de tricher ou pas. Le sorcier de la montagne de feu, la séquence du labyrinthe où tu retournes en rond pendant 10. Elle me rend dingue et j'ai laissé tomber. Là, quand je le rejouais avec la tablette, j'ai dit, oh, foutu. Et même en allant sur Internet, en essayant de lire des explications de comment sortir de ce labyrinthe. Ah la vache, ouais. Non, moi, je suis allé voir un walkthrough au bout d'un moment, j'en ai ras le cul, hein. J'y arrivais pas à sortir de ce labyrinthe pour la préparation du podcast. J'ai dit bon, écoute, je triche, hein. D'accord, j'ai compris l'expérience du labyrinthe, je pourrais en parler. Donc je suis juste allé voir un walkthrough qui te dit les numéros de paragraphes à suivre. Et je sais que plus jeune, je l'avais réussi. Jerry, par contre, l'a réussi, lui. Il se souvenait carrément du chemin. Il a écouté les elfes, c'est qui... Oh non, c'est moi qui les ai eu. Lui, il a même pas eu le passage des elfes qui jouent au poker, qui te donne l'indice. Donc lui, il me fait, mais non, c'était facile. Je fais, tu te fous de ma gueule. Attends, je suis resté coincé au moins 1 heure à la lecture, quoi. Et ouais, donc c'est les 2 expériences différentes, quoi. Alors, bien sûr, je me fais charrier. L'expérience du labyrinthe, c'est que ça te dégoûte et que tu ne fais plus jamais du tout après ça. Ah, c'est ça, t'en as marre. Et je sais que même c'est marrant, mais comme on en parle dans le podcast, il y a des gens qui répondent dans certains forums où on participe, qui nous disent vraiment le commentaire de troll, quoi. Genre, trop facile, t'es nul. Je dis, ben, on fait ce qu'on peut quand on essaye, on n'arrive pas. Donc c'est marrant, quoi. Même des gens inconnus qui viennent te dire, attends, même toi t'as fait le labyrinthe, t'abuses. Je suis, attends, je me perds. C'est efficace comme labyrinthe, non? Ouais, bah je me suis aussi perdu, hein. J'ai même laissé tomber. Ah ouais, c'est le passage un petit. Et je crois que le pire, c'est rien que cette aventure de trouver certaines clés, de franchir le labyrinthe, tuer le Minotaure, t'arrives à la fin, tu tues le sorcier, imaginons que tu détruis pas son paquet de cartes, parce qu'en faisant ça, ça réduit sa force et sa vie. Je crois que c'est l'un ou l'autre, je me souviens plus. Parce que si on prend son paquet de cartes, et qu'il joue avec, bon ça c'est une référence, pour moi c'était vraiment une référence à Donjons et Dragons, parce qu'il y a un objet des dieux, c'est un fameux jeu de cartes. Et chaque carte que tu utilises te donne des XP, te téléporte quelque part, c'est vraiment un jeu de cartes divin. Et ouais, donc je voyais le sorcier jouer avec ça, le grand Zagor. Je dis bon, bah ça doit être un jeu de cartes de magie. Et c'est là où j'ai brûlé le paquet. Jerry avait fait autre chose lui pour réduire sa force. Je crois que c'était l'œil du Cyclope qu'il avait trouvé. Donc même ça, on trouvait ça sympa comment Steve Jackson avec Livingston avait écrit cette aventure. Le boss de fin qui a plusieurs façons de le faire. Mais sur ce que je disais, imagine que tu trouves pas ces solutions-là, que tu tues vraiment le sorcier par force brute. T'arrives à la fin et tu trouves ce coffre, mais t'as que 2 clés sur 3. Ouais, c'est ça, quoi. Et là, t'as la haine, parce que tu viens de te taper tout le roman, et t'as pas trouvé juste une clé. Et c'est là où tu te rends compte que les mecs, ils s'amusent. Steve Jackson et Livingston sont, tu vois, il y a ce côté un peu chaotique qu'ils ont en eux de vraiment te frustrer jusqu'au bout. C'est même, malgré que t'aies tout réussi, t'es baisé à la fin parce que t'as même pas le coffre. Mais bon, d'un côté, on peut vraiment l'échouer, cette aventure-là, quoi. C'est vrai que on peut, voilà. Comme tu dis, c'est peut-être pas les jeux faciles. Ouais, il y en a certains qui sont vraiment difficiles. Et avec Jerry, c'est là où on expérimente et on s'amuse, quand on trouve vraiment certains qui sont la vache, quoi. Et l'aventure, elle est vachement balèze. Très, très difficile. Et ça dépend des écrivains. Normalement. Mais c'est sympa, hein. C'est vraiment chouette à parcourir. Les loups solitaires sont plutôt,
à notre expérience si on est à l'épée de Summerland, hein, après le 2e tome, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment dans le tome 3 qu'on va expérimenter avec. Ça change l'aventure, mais pour les gens qui lisent dans le désordre, ça marche pas. Et c'est là où je trouve que Folio Junior avait pas trop assuré à l'époque Gallimard, parce que les loups solitaires n'étaient pas expliqués que c'était une saga, ou peut-être, je crois qu'il l'avait dit, hein, je me souviens plus trop, mais c'était pas trop mis en avant. Mais les loups solitaires, il faut vraiment les faire dans l'ordre. Ouais, parce que quand vous l'avez expliqué, ça m'a... Oui, moi je les avais fait dans le désordre, hein, et puis je me suis dit, ah bon, en fait, j'avais rien capté, quoi. C'est parce que Folio nous avait habitués avec les défis fantastiques, qu'il n'y a pas d'ordre, en fait. Chaque aventure est unique, sauf certains numéros, comme Retour à la montagne de feu, tu vois, des choses comme ça. Mais qui sont un peu plus âgés et qui reviennent un peu plus tard. Mais voilà, tout ce qui est saga sorcellerie, et loup solitaire, loup ardent, dragon d'or... tout cela, et puis surtout les maîtres du temps. Ça, voilà, c'était des aventures qu'il fallait jouer dans l'ordre. Ouais, non, c'est clair. Enfin, en tout cas, ça m'a donné envie de les réessayer, mais particulièrement les loups solitaires. Mais comme tu dis, ce que vous en avez parlé, mais ce qui est frustrant, c'est que Joe Dever n'a jamais. Il bosse toujours dessus. Je veux dire, bon, là, il nous fait des applications de tablette, c'est excellent. J'ai envie de lui dire gentiment, Joe, s'il te plaît, finis l'aventure. Commence par finir l'aventure. Ouais, c'est bien que tu fasses autre chose. C'est bien que tu expérimentes avec la tablette. En plus, de notre côté, avec Jerry, pour nous, c'est une réussite. L'application tablette, c'est vraiment une réussite de loup solitaire, comme sorcellerie de Hinkle. Mais là, t'as envie de lui écrire un mot, genre, s'il te plaît, finis, quoi. T'as juste 2 livres à écrire, penche-toi dessus et finis-nous l'aventure. Montre-nous quelque chose d'exceptionnel, parce que là, c'est quand même un personnage, loup solitaire qu'on joue depuis qu'on est enfant, ado, qu'on a envie de finir l'aventure, parce qu'on s'accroche à ce personnage. C'est marrant, mais c'est quand même un personnage fictif que l'on incarne, qui est quand même une grande partie de notre vie, pour la génération des fin années 70, années 80. Début années 80, tous ceux qui ont lu ces aventures étant jeunes, on va dire c'est sorti dans les mi-années 80, mais pour cette génération-là, ouais, c'est quand même quelqu'un qui a grandi avec nous, quoi, des livres qui ont grandi avec nous, et qui marchent toujours, hein. Qui sont pas, nous avec Jerry on trouve pas trop de passages un peu ado, quoi, tout marche pour nous, je trouve que ça passe. Si on est joueur de jeu de rôle, ça passe, c'est cool, c'est assez mature, les choses sont bien expliquées, bien expliquées, je dis bien juste mis bien en scène, comme on avait raconté dans le podcast. On aime beaucoup la narration, la façon dont est traité les passages, les paragraphes, l'ambiance. Tu sens vraiment que Joe Dever c'était un maître du jeu, c'était bien un dungeon master, il sait comment expliquer, te mettre en ambiance. Et c'est là où on trouve certains autres écrivains qui assurent quand même, qui font des super histoires pour les fighting fantasy, mais ils n'ont pas cette même façon de traiter. Et tu te demandes certains si ce sont des maîtres du jeu, si ce sont des gens du milieu du jeu de rôle. Parce qu'il y a certaines aventures, l'ambiance n'est pas la même. Tu sens que c'est pour un public un peu plus jeune. Par exemple, un des défis fantastiques, c'était les trafiquants de Kelter, qui était le peu qu'il y avait en science-fiction, qui est pas mal. L'aventure est très très sympa, hein, mais on sent quand même une petite différence à l'écriture intéressante. Mais c'est ça qui est assez cool de retrouver, se pencher un peu sur tous ces écrivains. Et voilà, le challenge, c'est les défis fantastiques qui sont un peu trop pour ados. Là, on abandonne, quoi. On se dit non, on peut pas. C'est soit on le fait rapidement en une journée pour juste en parler, parce que ça mérite d'être en parlé. Hein, d'autres écrivains. Dès que Steve Jackson et Ian Livingstone, on voyait sur les livres, première édition, on voyait que c'était Steve Jackson et Ian Livingstone présentes, qu'on allait souvent découvrir un autre écrivain. Les trafiquants de Kelter, c'était Nick Spender, je crois que c'est ça, qui avait fait un super boulot, quoi. C'était vraiment sympa de lire des aventures écrites par d'autres personnes. Ça changeait un peu l'ambiance, l'attitude aussi de l'aventure. C'était toujours le même système de règles. Les science-fiction avaient des choses qui étaient rajoutées. Mais ça permet d'expérimenter avec d'autres écrivains. Et c'est là où on se rend compte maintenant que chaque écrivain a vraiment sa touche. On se rendait un peu moins compte, enfants et ados. Mais aujourd'hui, on arrive vraiment à faire la différence, quoi, entre chaque écrivain. Oui, je suppose qu'ils avaient, les écrivains ont des backgrounds peut-être ludiques différents. S'ils faisaient je rencontre ce genre de discussion dans les podcasts sur l'appel de Cthulhu. J'écoute où il y a des gens qui écrivent des nouvelles dans le mythe de Cthulhu, qui sont des écrivains vraiment purs et durs, qui font peut-être pas de jeu de rôle du tout. Et puis il y a des gens qui écrivent des scénarios de jeu de rôle, et ça demande pas vraiment les mêmes types de compétences, quoi. Le scénario de jeu de rôle, il faut être un meneur de jeu, quoi. Tu peux pas. Ouais. Même t'as beau être un super écrivain du mythe, qui écrit des excellentes nouvelles dans le mythe,
feras pas un bon scénariste de jeu de rôle. Hein. C'est sûrement des problèmes similaires qu'ils ont dû rencontrer avec leurs auteurs. Oh, ça se sent tout de suite, ouais. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Mais ils ont eu de la chance, parce que pas mal quand même d'écrivains qui sont venus à bord quand ils présentaient étaient des gens du milieu du jeu de rôle. Hein. Par exemple, maintenant, tu as Steve Jackson, l'américain, a carrément tout son empire du jeu de rôle. Hein. Donc c'est marrant de voir, on peut dire un peu leur début avec Steve Jackson et Ian Livingstone. C'est clair. Bon, on arrive tout doucement à la fin parce que je vais essayer de garder la durée. Voilà, on se retrouve avec les mêmes contraintes, ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on va juste dire un peu où on peut vous trouver en fait. Et c'est vrai que j'avais une question un peu plus sur le podcast en lui-même là, parce que vous êtes sur un site qui s'appelle toseti.org. Qu'est-ce qui vous connecte à Toseti? Enfin, c'est quoi toseti.org? Alors, en fait, je suis de métier, je suis réalisateur, monteur vidéo et motion designer. Donc, j'ai créé il y a quelques années une association à but non lucratif de réalisation de courts-métrages qui s'appelle Toseti. Et voilà, vous pouvez trouver certains de nos courts-métrages. On a fait un court-métrage, j'avais réalisé quelque chose sur l'univers en fait du CPC, donc tous les consoles Amstrad, sur la génération justement qui a grandi avec les premières consoles qui étaient plus ce sorte de hybride entre consoles de jeu et PC. Et voilà, donc on réalise des courts-métrages et finalement je me suis dit bon, c'est des projets qu'on crée. Jiri fait partie de l'association de courts-métrages. On va les rattacher, les podcasts en fait, à notre association de réalisation de court-métrage. Tout ensemble dans la même famille. Et donc pour juste différencier la page des podcasts, j'ai juste créé une autre page sur le même FTP où on a nommé en fait le réseau de podcasts Future Wave. Parce que voilà, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés d'écouter autre chose que les mêmes personnes mais sur d'autres sujets, on fait aussi un autre podcast qui s'appelle Betamax Break Room que je fais avec Basile, qui est aussi quelqu'un de l'association. Et là, Betamax Break Room, on parle en fait de films, un peu de toute époque. Ces temps-ci, on se replonge un peu dans les années 70-80, mais on fait aussi des films assez modernes. On parle et on discute, donc on analyse et on critique sur le point de vue cinématographique. Et après, il y a un autre podcast qu'on a fait récemment, qui est un peu plus, qui sera créé moins souvent, qui s'appelle VHS Massacre. Et là, je fais avec plusieurs personnes qui sont pas de l'association, qui le sont, où on parle d'un peu le meilleur du pire, où on fait des comparaisons. C'est un podcast où on se lâche un peu plus sur la critique. On n'hésite pas à jurer qu'on n'est pas d'accord, on critique méchamment parce que des fois, tu sais, on va rendre ce que le film nous a fait subir. Donc voilà, là, notre numéro 2, c'était en fait sur les deux Judge Dredd, celui de 95 avec Stallone, et puis après le dernier avec Karl Urban, qui est pour nous une réussite. Donc ça, je fais ça avec Clément Belgrade, Clément aussi qui a son réseau de podcasts sur HCFR, donc c'est le site web français du home cinéma. La plus grande communauté, une des plus grandes, si je me trompe pas. Il faudrait que je demande à Clément pour les détails. Je m'excuse à l'avance si je me trompe, hein. Mais une très grande communauté sur le home cinéma en France, sur Internet. Donc voilà, les deux autres podcasts qu'on fait, avec bien sûr celui que je fais avec Jiri, le podcast dont vous êtes le héros. Donc voilà, si vous voulez explorer un peu aussi nos courts-métrages. Toseti aussi, on aide, comme on est une association, on aide aussi d'autres Français réalisateurs qui veulent être sur le web, montrer un peu ce qu'ils font. Donc de tout niveau, tout type de courts-métrages, on essaye de diffuser. Et voilà, donc après il y a Future Waves qui est le réseau de podcasts. Super. Écoute, je vois que en tout cas avec tes 3 podcasts, ça va te maintenir occupé pendant. Ouais, c'est un peu difficile à gérer des fois, mais c'est amusant. Avant tout, c'est la pause entre les tournages. Donc là, pour l'instant, je suis en train d'écrire une nouvelle fiction, donc un nouveau court-métrage. Donc c'est la pause. Il n'y a pas de production, donc c'est à fond les podcasts entre l'écriture. Et le développement des podcasts, et aussi ça nous permet toujours de rester en contact même pendant les pauses de production, de discuter, et puis aussi de toujours développer un peu et de discuter, tu vois, de toujours être en créativité. Très bien. Écoute, un grand merci d'avoir répondu à mon invitation, et bonne avec continuation plaisir, pour la suite, hein. Avec plaisir, franchement, ouais, super. Voilà, au revoir. Ouais, écoute, je te dis à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée, ouais.